Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le glyphosate, ou si vous préférez, le Roundup, l'herbicide vedette de Monsanto. Les mauvaises herbes, c'est un problème pour n'importe quel type de culture, puisqu'elles compétitionnent avec la plante désirée pour les ressources, que ce soit la lumière, l'eau ou les nutriments. Et par conséquent, dans mon jardin, si je veux gérer les mauvaises herbes, j'ai simplement à les arracher une par une, à toutes les quelques semaines. Cependant, pour un système agroalimentaire qui repose sur la monoculture, avec des champs à perte de vue, de loin, la solution la plus pratique, c'est le recours aux herbicides. Et aucun herbicide n'est plus connu et conséquemment plus controversé que le Roundup de Monsanto. Écoutez, on va faire un test. Le Roundup est parfaitement sécuritaire. Wow! Il paraît que le glyphosate, ça cause l'infertilité, l'obésité, le diabète, la maladie de cœliaque, l'Alzheimer, des troubles cardiaques et le cancer. Salut Internet! Salut, c'est moi, Internet. J'ai mis un sarrau, ça fait beaucoup plus sérieux. Tu sais, Internet, il y a des gens dans la section de commentaires qui ont dit qu'on se ressemblait un peu, mais honnêtement, je vois pas du tout. Ah ouais? Ça doit être notre nez. On peut trouver sur Internet toutes sortes d'accusations contre le Roundup et son ingrédient actif, le glyphosate. Il faut dire c'est assez troublant, puisque cet herbicide est omniprésent sur la majorité des fermes en Amérique du Nord et en Europe. Mais qu'en est-il vraiment? La majorité de ces affirmations sont simplement fausses. En fait, la majorité des sites qui les rapportent citent principalement deux études. La première est celle du professeur Seralini sur la toxicité des OGM et du Roundup. J'en ai parlé dans une vidéo précédente et je vous invite à aller revoir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. La seconde étude, qui est très populaire, est celle du professeur Seneff. Celle-ci blâme le glyphosate et le Roundup pour tous les maux de la Terre. Sa preuve? En fait, il existe une forte coïncidence entre le moment où ces troubles ont commencé à apparaître dans la société occidentale et l'augmentation de l'utilisation du Roundup. Est-ce que c'est assez pour tirer de telles conclusions? Il y a un concept important en science. C'est que la corrélation n'implique pas nécessairement la causalité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a deux choses qui varient en même temps que la première cause la deuxième. Comme par exemple, il y a une forte corrélation entre les ventes de crème glacée et les morts par noyade. Ça veut pas dire que si le monde il mange de la crème glacée, après ça, ils vont aller se noyer. Non. Mais ça peut vouloir dire que quand il fait chaud, il y a du monde qui s'achète de la crème glacée, puis il y en a d'autres qui vont nager. C'est la même chose pour le glyphosate. C'est pas parce que les diagnostics d'autisme se sont mis à augmenter à peu près en même temps que le Roundup s'est mis à être utilisé de plus en plus. Ça veut pas dire que le Roundup a causé l'autisme. Ça veut simplement dire que ces choses-là sont arrivées à peu près en même temps. D'ailleurs, le professeur Seneff nous démontre bien toute l'ampleur de sa maîtrise des sciences statistiques dans la déclaration suivante. Elle aurait dit que d'ici 2025, près de la moitié des enfants qui allaient naître allaient être autistes. Voici une petite liste un peu amusante de choses qui sont également corrélées statistiquement, mais qui bien sûr n'ont rien à voir ensemble. Écoutez bien. Le budget américain en sciences et les morts par strangulation, pendaison ou suffocation. La consommation de fromage mozzarella par capita et la quantité de doctorats en génie civil. La consommation de margarine par capita par année et le taux de divorce dans l'État du Maine. En m'en prenant aux travaux du professeur Seralini et du professeur Seneff, j'ai peut-être l'air d'attaquer des cibles faciles, mais je me suis senti obligé de le faire puisque je vous assure, ces études sont citées sur la quasi-totalité des sites anti-OGM que j'ai consultés. Et ce malgré le manque flagrant de rigueur scientifique. Pour le professeur Seneff et les autres amoureux de corrélation statistique, j'en ai une observation beaucoup plus directe à vous rapporter. Celle entre l'augmentation de l'utilisation du glyphosate et la diminution d'utilisation de d'autres herbicides qui sont beaucoup plus dangereux, comme par exemple l'alachlore, qui montre une toxicité chronique sévère pour le rein et le foie, ou encore la cyanazine, qui peut affecter le système nerveux. La vérité sur le glyphosate, c'est que c'est l'un des herbicides les moins pires. Et ici, je choisis bien mes mots. Vous voyez, son mode d'action consiste à attaquer une enzyme qui est seulement présente dans les végétaux. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas affecter directement ni les êtres humains ni les animaux. D'ailleurs, le glyphosate est très peu toxique, moins que la caféine par exemple.
En plus, le glyphosate s'accroche très bien au sol. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il pleut, il y a très peu de chances qu'il s'écoule et se retrouve dans la nappe phréatique, ce qui pourrait bien sûr contaminer l'eau. D'ailleurs, le glyphosate se biodégrade très rapidement dans la nature. Il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que le Roundup serait en cause dans la maladie de cœliaque, l'Alzheimer ou l'autisme. En fait, le Roundup est étudié depuis des décennies. On a donc des centaines de publications sur lesquelles se baser pour dire qu'il est relativement sécuritaire. La seule chose en fait qui reste en suspens est de savoir, est-ce que le Roundup cause le cancer? En effet, en mars 2015, un rapport du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, disait dans un rapport qu'il classifiait le glyphosate, et donc le Roundup, comme un cancérigène probable. Vous en avez sûrement entendu parler puisque cette nouvelle a fait le tour du monde 2 fois assez rapidement. Beaucoup moins médiatisé a été le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est aussi d'ailleurs relié à l'ONU, qui déclarait très improbable que le glyphosate représente un risque cancérogène pour l'être humain. D'ailleurs, les autorités de sécurité alimentaire américaines et européennes sont du même avis. Alors, qui dit vrai? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux camps, on pointe du doigt et on accuse l'autre de conflit d'intérêts et de manque de rigueur scientifique. Mais ce qui est perdu dans tout le bruit médiatique, en fait, c'est que ces deux rapports ne posent pas du tout la même question. Le CIRC, qui a classé le glyphosate comme cancérogène probable, pose la question suivante. Est-ce que ce produit chimique a la possibilité de donner le cancer dans certaines conditions, quitte à ce qu'elles soient extrêmes? Alors que l'OMS posait la question suivante. Est-ce que le glyphosate donne le cancer à des gens dans le vrai monde? Vous voyez la nuance? Pour les scientifiques, les mots sont extrêmement importants. Mais la tendance de certains médias à chercher le sensationnalisme a vite fait d'effacer ces nuances-là du discours public. La différence ici, c'est la notion de danger et celle de risque. Prenons par exemple un requin. Un requin, c'est dangereux. Ça a plein de dents, puis si jamais ça attaque un humain, ça peut faire très mal. Mais est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis à risque à cause des requins? Je suis pas un surfeur australien, alors je vous dirais que non. C'est la même chose pour le glyphosate. À très grande dose, c'est possible que, éventuellement, ça cause le cancer chez l'être humain. C'est même assez probable. Cependant, dans la vie de tous les jours, les doses sont tellement minimes que le risque est, pour ainsi dire, nul. Ceci dit, c'est un fait que les cultivateurs ont un taux plus élevé que la moyenne de la population pour certains types de cancers. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une occupation qui amène à utiliser toutes sortes de produits chimiques et biochimiques différents. Ça rend donc extrêmement difficile le diagnostic de savoir lequel est en cause dans cette statistique malheureuse. En résumé, le Roundup est l'un des herbicides les moins pires sur le marché. Il est d'ailleurs beaucoup moins toxique que beaucoup d'herbicides qui sont dits naturels. Cependant, il semble que pour beaucoup de groupes d'écologistes, faire interdire le Roundup soit un peu le saint Graal, et ils veulent, comme de cette manière, faire une sorte de doigt d'honneur à Monsanto et à l'industrie agrochimique, ce que, honnêtement, je peux comprendre. Cependant, il faut se poser la question, si on interdit le Roundup, par quoi est-ce qu'il serait remplacé? La réponse, c'est probablement par un herbicide qui est plus toxique ou écotoxique. Est-ce que le glyphosate est un produit parfait? Bien sûr que non, absolument pas. Cependant, le véritable problème, c'est une industrie agroalimentaire qui se repose beaucoup trop sur la monoculture, avec tout ce que ça amène de surutilisation de produits chimiques et de pratiques difficiles pour l'environnement. J'ai déjà discuté du rôle de certaines OGM à augmenter l'utilisation du glyphosate, ce qui bien sûr va causer toutes sortes de problèmes. Mais ça, c'est un problème qui est réel, c'est un problème qui est concret. Et de tenter de chercher un ennemi simple, comme le Roundup, et de tout lui mettre sur le dos, ça rend service à personne, puisque ça empêche d'avoir le débat sur les vraies questions de fond et d'apporter des changements réels qui pourraient avoir des impacts positifs pour l'environnement et pour notre sécurité alimentaire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!